13 avril 1953. En Washington D.C., le directeur de la CIA Allen Dulles autorise un programme d'une nature inédite, son nom de code MK-Ultra. Le contexte est celui de la guerre froide. L'agence craint que les Soviétiques et les Chinois n'aient développé des techniques de lavage de cerveau sur les prisonniers de guerre américains. La paranoïa est à son comble. La CIA ne veut pas seulement se défendre, elle veut maîtriser ses techniques. Contrôler l'esprit humain devient une priorité stratégique. Le projet est confié à un chimiste de haut vol, Sidney N. Gottlieb. Il sera le maître d'œuvre de ces expériences, avec un budget quasi illimité et une absence totale de supervision. N. Gottlieb est autorisé à réquisitionner les services de 80 institutions. Des universités, des hôpitaux, des prisons et même des centres de détention secrets en Europe et en Asie. L'objectif officiel est de développer un sérum de vérité. Mais les documents déclassifiés révèlent une ambition bien plus sombre, la possibilité d'effacer des mémoires, d'implanter de faux souvenirs, de programmer des individus. Pour cela, tous les moyens sont envisagés. L'hypnose, la privation sensorielle, les électrochocs, la torture psychologique, et surtout les drogues psychotropes avec en tête de liste le LSD. Le projet MK-Ultra démarre dans le secret le plus absolu. Pendant 20 ans, il va opérer en dehors de tout cadre légal, moral ou éthique, sur le sol américain et à l'étranger. Les expériences de MK-Ultra prirent des formes multiples, regroupées en 149 sous-projets. Le plus célèbre reste le sous-projet 68, entièrement dédié au LSD. La CIA administrait la drogue à des sujets non consentants, des patients en psychiatrie, des prisonniers, des toxicomanes, des prostituées, des citoyens ordinaires, ciblés pour leur vulnérabilité. Des planques furent établies à New York et San Francisco. Dans le cadre de l'opération Midnight Climax, des prostituées étaient payées pour attirer des hommes et leur administrer du LSD à leur insu. Derrière un miroir sans teint, des agents de la CIA observaient et prenaient des notes, étudiant les effets de la drogue sur le comportement, la désinhibition et la perte de contrôle. À l'université McGill de Montréal, le psychiatre Donald N. Cameron mena des expériences particulièrement brutales. Il tentait de déprogrammer des patients par des comas artificiels et des électrochocs massifs. Il leur faisait ensuite écouter des messages en boucle pendant des semaines, une technique qu'il nommait psychique, N-Driving. Le but était de reconstruire une nouvelle personnalité, docile et contrôlable. Ces expériences n'ont produit aucun résultat scientifique probant. Elles n'ont engendré que des vies brisées, des traumatismes profonds et, dans certains cas, la mort. L'agence a même testé ces substances sur ses propres agents, souvent sans les prévenir. Une pratique qui allait mener à la première fissure dans le mur du secret. 28 novembre 1953, et New York. Le corps de Frank Olson, un bactériologiste de l'armée travaillant pour la CIA, s'écrase sur le trottoir après une chute du 13e étage de l'hôtel Statler. La thèse officielle est le suicide. On explique à sa famille qu'il souffrait d'une dépression nerveuse. L'affaire est rapidement classée. Mais la vérité est tout autre. 9 jours plus tôt, lors d'une retraite de travail, Sidney N. Gottlieb avait versé du LSD dans le verre de Frank Olson et de plusieurs de ses collègues sans leur consentement. N. Olson aurait mal réagi à la drogue. Il serait devenu paranoïaque, menaçant de révéler les secrets des programmes sur lesquels il travaillait, y compris l'usage d'armes biologiques. En 1975, la famille N. Olson apprendra la vérité sur l'expérience au LSD, mais des doutes subsistent. En 1994, le corps est exhumé, l'autopsie révèle un hématome crânien antérieur à la chute. Cette découverte suggère qu'il aurait été assommé avant de passer par la fenêtre. Suicide ou meurtre d'État pour le réduire au silence, la question reste ouverte. Le cas de Frank Olson est le plus documenté, mais combien d'autres victimes sont restées anonymes? Combien de vies ont été détruites dans les laboratoires secrets de la CIA? Pendant des années, ces questions resteront sans réponse. Le programme MK-Ultra, protégé par le secret défense, semblait intouchable, jusqu'à ce que des journalistes commencent à poser les bonnes questions. En 1973, face aux enquêtes sur le scandale du Watergate, le directeur de la CIA Richard N. Helms prend une décision radicale. Il ordonne la destruction de tous les dossiers relatifs à MK-Ultra. La quasi-totalité des archives du programme part en fumée, un acte délibéré pour effacer les traces d'une des opérations les plus illégales de l'histoire de l'agence. Mais N. Helms ignore un détail. Des documents financiers, mal classés dans un autre service, ont échappé à la destruction. Ils contiennent des bribes d'informations, des noms, des budgets. En 1974, le journaliste Seymour N. Rush du New York Times publie un article explosif sur l'espionnage de citoyens américains par la CIA. Le scandale éclate au grand jour. Le Congrès réagit. Le sénateur N. Frank Schurz est nommé à la tête d'une commission d'enquête chargée de faire la lumière sur les activités illégales des services de renseignement.
la commission Schurch auditionne des dizaines de témoins. En 1975, elle publie son rapport. L'Amérique découvre avec horreur l'existence et l'ampleur du projet MKUltra. Le rapport confirme les expériences non consenties, l'usage de LSD et les techniques d'interrogatoire abusives. Le témoignage de la famille N. Olsenfr est au cœur des auditions. Malgré la destruction des archives, les 20 000 pages de documents financiers retrouvés permettent de reconstituer une partie du N-Puzzlefr. Mais l'image complète restera à jamais inaccessible. Le scandale MKUltra a forcé le Congrès à mettre en place des comités de surveillance permanents pour les agences de renseignement. Un garde-fou, du moins en théorie. Le président Gerald Ford a présenté des excuses officielles à la famille N. Olsenfr et leur a versé une indemnisation. D'autres victimes, canadiennes, seront dédommagées bien plus tard. Mais Sidney N. Gottlieb-Fr, le cerveau du programme, n'a jamais été poursuivi. Il a pris sa retraite et a vécu paisiblement jusqu'à sa mort en 1999, emportant ses secrets avec lui. Aujourd'hui, MKUltra est devenu une référence centrale dans la culture populaire et les théories du complot. Il alimente une méfiance profonde envers les institutions gouvernementales. Cette méfiance est-elle justifiée? L'agence a-t-elle réellement abandonné ce type de recherche? Des programmes successeurs, plus secrets encore, ont-ils été mis en place? La CIA soutient que de tels abus ne pourraient plus se produire. Pourtant, les révélations sur les programmes de torture post-11 septembre ont ravivé de vieilles craintes. Les faits documentés de MKUltra sont déjà assez troublants pour ne pas avoir à spéculer. Ils prouvent qu'une agence démocratique a pu opérer pendant 20 ans, en violation totale de ses propres lois. La majorité des dossiers MKUltra ont été détruits sur ordre de son directeur. La vérité complète sur l'étendue du programme reste, à ce jour, enfermée avec eux.